Monsieur, bonjour et bon appétit si vous êtes encore à table. Vous êtes avec nous jusqu'à 14 heures et aujourd'hui, c'est une émission particulièrement spéciale puisque on va parler de l'Afrique, mais pas seulement. On parlera du néocolonialisme français en Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique et ailleurs. Et ici aussi, on parlera du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y aura bientôt des élections. C'est important de comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Alors pour ça, j'ai deux spécialistes de l'Afrique. Georges Larson-Baudy, bonjour. Bonjour. Il a été enseignant, chercheur à l'université. Et j'ai avec moi aussi Narcisse Zaïbo. Bonjour. Bonjour. Il est Côte d'Ivoirien, il est Ivoirien. Et avec lui, on parlera bien sûr de la Côte d'Ivoire, de la situation depuis la disparition de Houphouët-Boigny. On a l'impression que la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à retrouver son équipe. Messieurs, merci d'être avec nous et rebonjour. Alors, le néocolonialisme français en Afrique. On le dit en Afrique, mais on pourrait bien parler de la Guadeloupe aussi ou d'autres pays. Et le néocolonialisme français s'exprime encore. Il tient fort dans certains pays africains. Je veux parler des pays comme le Gabon, un petit peu comme le Congo, mais plutôt belge. On parlera aussi du Mali. Il y a eu un coup d'État récemment. La Côte d'Ivoire. On se souvient de ce qui s'est passé au Rwanda il y a quelques années. Bref, le néocolonialisme français, il est encore à l'œuvre. La preuve, c'est que la monnaie africaine principale, elle est encore une monnaie, j'ai envie de dire, coloniale. Le fameux franc CFA, le franc colonial. Donc, comment vous, Africains qui vivez en Guadeloupe, vous vivez cette situation du néocolonialisme français? Georges Larson-Baudy, puis ensuite Narcisse Zaïbo. Mais comment on vit le néocolonialisme français très concrètement? Parce que ça vous poursuit. Ce que je voudrais dire d'entrée de jeu pour distinguer le néocolonialisme français des autres néocolonialismes, parce que c'est pas la France qui l'a inventé. Le terme est français quand même. Hein. Le terme est français, je crois que c'est Sartre qui a dû l'utiliser pour la première fois en 1956. Oui, la pratique, elle est très ancienne. C'est la Grande-Bretagne qui a inventé la pratique de la stratégie néocoloniale à la suite de l'indépendance des États-Unis. Constatant que elle a perdu cette colonie, elle a décidé, parce qu'elle en avait les moyens au XIXe siècle, de ne plus occuper territorialement ni administrativement, mais par contre d'organiser les exportations de capitaux vers l'Amérique du Nord. Tout à fait. Et en même temps que les États-Unis, la Grande-Bretagne a débordé sa dynamique vers le Canada, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande, ce qu'on appelait à l'époque les dominiums. Les dominiums. Toutes les colonies de peuplement, l'expression est très précise, les colonies de peuplement de la Grande-Bretagne sont devenues des espaces relativement libres où les Anglais exportaient leurs capitaux pour construire de nouveaux capitalismes. Ce que la France n'a jamais réussi à faire, qui fait que la Guadeloupe est comme elle est, la Martinique est comme elle est, son agriculture, sauf la mécanisation de la canne à sucre, quelques éléments qui sont introduits dans la banane, l'agriculture vivrière de la Guadeloupe est d'une pauvreté, d'un archaïsme pas possible. Et vous tournez le regard vers l'Afrique, francophone, vous trouvez une situation identique, ou sinon similaire. Et pourtant, les pays africains sont indépendants depuis 60. C'est ça, ce qui singularise le néocolonialisme français, c'est qu'il est resté usuraire. Il va prendre et il ne donne pas. Sinon, à une poignée, les alliés locaux, la bourgeoisie locale, qui est l'allié du capital extérieur, c'est à eux qu'il donne. Bon, et pour le reste, que ce soit l'uranium, le manganèse, l'aluminium, vous prenez le phosphate, le cacao, vous prenez toutes les ressources que vous voulez,
elles sont extraire, c'est des économies extractives. Oui. Jamais de transformation locale, jamais d'industrialisation, ce qui fait la colère des défenseurs du franc CFA. Et le franc CFA a servi à ça aussi. On va y revenir. Alors, je pose la question à Narciso Zaibo, puisque vous êtes ivoirien, c'est un pays qui est sous domination néocoloniale, visiblement. Évidemment, pour répondre précisément à votre question, il faut peut-être situer un peu les choses. Il faut mettre des repères dans le temps. Oui. Quand on dit néocolonialisme, c'est comme si c'était la suite du colonialisme. Oui. Donc, un repère dans le temps, on a le colonialisme jusqu'aux indépendances. Des années 60 ? Des années 60. Oui. Indépendance du drapeau. Oui, négocié. Négocié avec De Gaulle à l'époque, avec Foka, etc. Tout à fait. Et ce qu'il faut vraiment retenir dans ce processus-là, c'est qu'une fois que ces pays-là ont acquis l'indépendance, derrière, juste après, ils ont troqué l'indépendance politique contre l'indépendance. Une dépendance politique. Voilà, vraiment, ils ont vraiment troqué tout ce qui fonde vraiment un pays, tout ce qui fonde un pays indépendant, un pays souverain. Ils ont troqué tous les éléments de souveraineté contre l'économie, en fait. Voilà. Oui. Et mais consciemment, ça a été fait. Mais consciemment, oui, consciemment, parce que tout ça s'est traduit, mais concrètement, dans des accords de défense, qui sont des accords de défense secrets, voilà, mais où ces pays-là ont signé, comme disait tout à l'heure Georges, pour ne jamais être des pays de transformation de leurs propres produits agricoles. Oui. C'est des choses qui ont été signées, donc si bien que ces pays-là doivent être définitivement des greniers pour la métropole, de façon à ce que vous produisez le café, vous produisez le cacao, vous produisez le coton, vous n'en bénéficiez pas. Vous n'en bénéficiez pas et vous avez signé le fait que vous devez tout envoyer en métropole, tout ça est transformé en valeur ajoutée, etc. et qu'on vous ramène après pour la consommation. Donc c'est cela en fait le néocolonialisme qui démarre donc à partir des indépendances. Donc si je comprends bien, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, ces pays-là, en dehors de la Guinée, on va en parler tout à l'heure, deviennent indépendants, mais au lendemain de l'indépendance, ils sont déjà redépendants. Ils sont déjà redépendants, voilà. Mais tout ça est fait avec beaucoup tout ça, en fait, c'est comme si on avait été obligé de leur donner l'indépendance, mais que derrière, on s'arrangeait pour essayer de reprendre tout ce qu'on a fait semblant de donner, mais à travers des accords qui lient, mais vraiment par écrit, tous ces pays africains à la France. Non, mais je veux poser une question bien précise. Quand on voit un peu le parcours de Houphouët-Boigny, il a été quand même un leader de l'opposition dans son pays. Il a voulu combattre le colonialisme à un certain moment. Et puis après, il a été ministre dans le gouvernement français. Et quand il prend le pouvoir, il est déjà dans la posture néocoloniale. Exactement. Houphouët, c'est le plus grand allié du pouvoir français. De l'impérialisme français. C'est le plus grand allié de l'impérialisme français. Le mot France-Afrique vient de lui. Oui, tout à fait. Mais positivement à l'époque, hein? Non, du tout. Non. Alors on dit que positivement, il disait France-Afrique, c'est la relation entre la France et l'Afrique. À un moment où la France a voulu créer l'Union française, l'Union française, la communauté et tout ça, et que on a vu beaucoup de réticences, De Gaulle a choisi de faire une décolonisation formelle. Oui. Et c'est où, contre les Sénégalais, les Modibo Keïta, Senghor et quelques autres leaders, Houphouët va proposer le concept de France-Afrique, c'est-à-dire une espèce de fusion entre la France et ses anciennes colonies. France-Afrique. C'est lui qui... oui, mais pour lui, à l'époque, c'est pas un terme négatif. À l'époque, idéologiquement, étant donné ce qu'il est, c'est-à-dire un parfait... Houphouët s'est tellement identifié à la France, comme d'autres leaders des luttes anticoloniales. Je rappelle que si Houphouët s'est positionné contre le colonialisme, c'est en raison de ce qu'est le colonialisme, c'est-à-dire cette barbarie qui consistait à mépriser l'indigène. Tout à fait.
Hein, le natif, il y a ni les rois, ni les chefs traditionnels, personne n'avait d'égard aux yeux des colons et des administrateurs. Ce qui fait que les luttes anticoloniales ont rassemblé tout le monde, excepté quelques rares individus. Sékou Touré, par exemple. Sékou Touré, ou Sylvanus Olympio, ailleurs... Qui va se faire assassiner, d'ailleurs. Hein. Bon, Kwame Nkrumah, etc. C'est-à-dire, ceux qui vont prendre leur distance vis-à-vis de... C'est les brimades perpétuelles sous le colonialisme qui font que beaucoup de gens étaient... Et une fois que Houphouët a compris, mais c'est pas dans la personnalité d'Houphouët. On peut prendre Houphouët et les autres responsables africains. Vous leur ajoutez les responsables d'Asie qui étaient à Bandung. Oui. Mais à Bandung, personne n'a fait valoir l'indépendance comme une totale liberté des anciennes colonies à penser autrement leur existence, ni politiquement, ni économiquement, ni culturellement. Et comme il se trouve qu'en Afrique, surtout en Afrique francophone, la France n'avait préparé aucun cadre pour gérer un État-nation, ce qui n'est pas le cas en Afrique anglophone. Autre chose au Ghana, par exemple. Voilà, au Ghana, au Nigeria, ou ailleurs. Ben, la presse était libre. Oui, on vous met dans les bureaux, mais on vous associe dans chaque ministère. Moi, j'ai vécu ça jusqu'aux années 70. Dans chaque ministère, vous avez le ministre auquel on accole un coopérant français, etc., etc. Parce que les gars étaient démunis. Alors, il faut quand même, à ce stade-là, qu'on fasse un petit point quand même sur la Guinée. Parce que dès 1958, Sékou Touré, lui, il dit non. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit tout ce qui se passe, tout ce qu'elle avait en Guinée, et casse le pays pratiquement. Elle inonde la Guinée en fausse monnaie, ce qui va entraîner une inflation extraordinaire. Elle organise des coups d'État répétés contre Sékou Touré. Moi, je me rappelle, j'étais au collège puis au lycée à l'époque. Mais on présente la Guinée dans les médias comme mais vraiment la peste. Sékou Touré, c'était la peste qu'il ne faut pas fréquenter. Et puis, nous étions dans ces années 60 où l'anticommunisme était le fer de lance contre tous ceux qui voudraient retrouver leur souveraineté. C'était vrai pour la Guinée, c'était vrai pour le Mali, de Modibo Keïta. Et c'est vrai partout ailleurs. Il suffit qu'on vous soupçonne d'être des sympathisants de l'idéologie communiste, socialiste, vous devenez un pestiféré. Alors, toute cette Afrique... Alors, il y a une question que nous, en Guadeloupe, on se pose depuis longtemps et on n'a toujours pas de réponse. Comment les Africains arrivent à accepter ça? Pourquoi ils acceptent ça? Parce que, bon, les Africains anglophones se réveillent beaucoup plus tôt. Nkrumah pose les bases du panafricanisme. Même en Afrique du Sud, malgré l'apartheid, il y a quand même une révolte avec l'ANC, etc. Dans les pays du Mozambique, de l'Angola aussi. Et il n'y a jamais eu dans ces pays-là, à part le Cameroun, de révolte puissante contre le colonialisme français. Pourquoi? Il faut quand même préciser que le terme acceptation est un peu abusif. Alors, les pays africains le subissent. Mais pourquoi ils acceptent ça? Ils le subissent, mais si vous prenez le cas du Cameroun, il y a quand même eu des résistances farouches. Armées. Résistances farouches et armées, mais qui ont été réprimées, mais de la façon une répression sanglante. Oui, bien sûr, on le sait. Au Cameroun, ils ont dû lâcher du napalm sur les opposants camerounais. Plus de 20 000 morts. Plus de 20 000 morts, ça a été quelque chose de dramatique. Donc,
les combats un peu partout en Afrique francophone, c'est là qu'il faut distinguer un peu le néocolonialisme francophone du néocolonialisme anglophone. Anglophone ou même lusophone. Lusophone aussi. Voilà. Oui. Voilà. Mais le néocolonialisme français, mais c'est l'un des plus barbares qui soit. Quoi, voilà. Et tout a été fait pour justement garder la même mise sur ces peuples-là, mais de façon sanglante. Rappelez-vous, quand en 60, on troque le drapeau contre toutes les ressources économiques, etc., la France installe immédiatement des bases militaires. Des bases militaires. Et ces bases militaires-là ont pour rôle de pouvoir garantir, de surveiller au Sénégal, tous ces éléments-là. En Côte d'Ivoire, au Gabon, etc. Voilà. Et c'est jamais pour la défense des territoires, c'est pour mater les révoltes. Moi, et soutenir les gens qui sont au pouvoir aussi. Mais oui, c'était au profit des pouvoirs. Donc la corruption commençait à ce moment-là alors. Mais tout est lié en fait. Si vous prenez le cas d'Houphouët-Boigny par exemple, Houphouët-Boigny n'avait pas d'armée. L'armée d'Houphouët-Boigny, c'était l'armée française. Tout à fait. Stationné en Côte d'Ivoire. Pourquoi Houphouët-Boigny, sa philosophie, c'était pas d'armée, pas de coup d'État. Voilà. Donc en fait, toute sa sécurité en fait, était assurée exclusivement par l'armée française. D'où la présence vraiment très profonde, vraiment très enracinée de la France dans la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que quasiment la France rayonne quasiment dans toute la sous-région. Donc la Côte d'Ivoire sert de base d'appui au départ. Oui, que c'était le Sénégal. Sur le plan militaire, sur le plan économique. Mais Houphouët, vraiment, c'était le représentant des intérêts, mais le garant des intérêts français en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Si vous regardez bien, toutes les turpitudes qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest, la mort de Sankara, la guerre au Biafra, et même l'apartheid, etc., Houphouët-Boigny était partisan, était partie prenante dans tous ces éléments-là. Donc c'était vraiment un élément clé. Donc il y a eu de la résistance. Cette résistance-là, on la voit aujourd'hui. On n'a jamais baissé les bras, mais on a juste là, avec la présence de l'armée française, c'est vraiment extrêmement difficile pour les opposants de pouvoir se manifester. Et avec l'aide de la corruption, Houphouët-Boigny à l'époque, dès qu'il y avait un opposant qui commençait à se manifester, il le prenait, il le mettait au pouvoir, il lui mettait la main dans le pot de confiture, etc. Et après, on se tient par la barbichette, on ne peut plus rien dénoncer. C'était ça le principe d'Houphouët-Boigny qui a créé comme ça, en même pas une génération, une bourgeoisie ivoirienne. D'accord. Une bourgeoisie, ça s'est créé sur des siècles. Mais la bourgeoisie ivoirienne a été créée sur 10-20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé... C'était quasiment une génération spontanée. Tout à fait. Une génération spontanée. Et donc la corruption, c'est quasiment créé comme ça. Elle est devenue quasiment une seconde nature dans ces pays-là. Pour résumer, on peut dire que le bastion de départ, la base de départ du néocolonialisme, c'est la Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est la Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient vraiment... J'aurais nuancé. Pas le Sénégal. Ça a été d'abord le Sénégal. Moi, il me semblait que c'était le Sénégal. Oui, c'était d'abord le Sénégal. La première grande université ou centre d'enseignement supérieur où a fréquenté Houphouët et beaucoup d'autres personnes dites médecins africains. C'était la formation se faisait à William Ponty au Sénégal. Et le gouverneur qui contrôlait tout l'Ouest africain, la HOF, il logeait au Sénégal. C'est ce que Houphouët où il a été, mais franchement génial, c'est d'avoir réussi à faire valoir les richesses du sol et du sous-sol ivoirien pour damer le pion au Sénégal. Et le Sénégal a eu les premières bases militaires. Puis, le transfert s'est fait vers la Côte d'Ivoire. Et comme la Côte d'Ivoire, au sein de l'UMOA, était la puissance économique la plus riche, la plus consistante, Houphouët a pris le dessus sur tout le reste, jusque sur Senghor. Il a alors basculé le centre de gravité voilà. en Côte d'Ivoire. Il y avait cette compétition entre les deux chefs d'État.
Mais ils s'entendaient quand même. Ils s'entendaient très bien, mais avec le système français quand même. C'était une guerre de leadership jusqu'à ce que Houphouët devienne, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce terme-là, le sage d'Afrique. C'était le sage d'Afrique. Donc tous les Africains, tous les présidents africains francophones venaient justement faire allégeance à Houphouët-Boigny. Voilà, le sage d'Afrique. Dès que vous aviez un problème dans votre pays, parce que la Côte d'Ivoire, c'était quand même la colonie la plus prospère, on va dire. Donc, dès qu'en Centrafrique, vous aviez du mal à payer vos fonctionnaires, vous veniez, voilà, quelques éléments de langage, le sage d'Afrique, et vous repartiez avec votre valise pleine d'argent pour payer vos fonctionnaires. Donc, c'est comme ça que vous faites vraiment à quasiment... je ne dis pas damer le pion, mais bon, il a réussi à mettre ce centre de gravité du néocolonialisme donc en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était l'allié indéfectible. Le Biafra, la guerre du Biafra, Senghor ne l'a jamais soutenu. Tout à fait. Diouf non plus. Diouf qui a succédé à Senghor non plus. Mais le seul chef d'État qui a régulièrement soutenu l'intervention française au Biafra, et qui a soutenu la vente d'armes au Biafra, c'était Houphouët. Mais alors, que dire de Bongo alors? Non, Bongo, c'était le sous-fifre après, parce que le Bongo, c'est local, géographiquement. C'est le Bongo père. Hein, oui, le Gombo, Omar Bongo. Le Gabon était situé de telle manière que le Gombo a servi de porte d'entrée vers le Biafra. Voilà. Vraiment, c'est à quelques encablures. Depuis la Côte d'Ivoire, ça aurait été trop difficile. Il fallait passer plusieurs, soit par la mer ou pas. C'était un peu compliqué. Alors que du Gabon, mais Bongo était en dessous de Houphouët. D'accord. Il n'y avait pas plus intouchable qu'Houphouët-Boigny. Et il a accompli son rôle jusqu'aux années, à la fin des années 80. Il était partisan du commerce avec l'Afrique du Sud. Il faut que les gens le sachent. Surtout que beaucoup de Guadeloupéens ignorent cette dimension de la personne. Il était partisan des relations politiques et économiques. Il était contre le boycott des produits sud-africains à l'époque de l'apartheid. C'est vrai. Non, mais il était aligné sur la politique française. Ce sont des choses qui leur garantissaient leur pouvoir à ces gens-là. Et quand Houphouët meurt, Bongo devient il prend l'héritage d'Houphouët-Boigny. Alors il faut quand même se rappeler que tous les présidents qui se sont succédés, le président français depuis Mitterrand, etc., même tout récemment, tous, quand vous les prenez en campagne électorale, ils dénoncent cette France-Afrique. Vous vous souvenez des paroles fortes de Sarkozy à l'époque. Sarkozy à l'époque, je vais organiser les funérailles de la France-Afrique. Et justement, quand Sarkozy arrive au pouvoir, il tient parole. Donc il nomme un secrétaire d'État chargé le ministère de la coopération. Alors ce qui est important de dire dans ce truc-là, c'est que quand il nomme ce secrétaire d'État qui est chargé d'essayer de réduire l'influence de la France-Afrique, parce que ça devenait quand même dans l'actualité africaine, au niveau de la jeunesse, quelque chose d'assez... une tâche, on va dire, dans la politique française. C'est Bongo qui immédiatement fait démissionner ce secrétaire d'État. On prend encore une quinzaine de minutes pour parler de la situation en Côte d'Ivoire. Deux petits mots quand même sur l'histoire de ce pays qui a été colonisé vers le 19e siècle par les Français. Sitôt arrivés, ils ont introduit une division même dans les populations. Oui, c'était la technique divisée pour mieux régner. En se servant donc de Houphouët-Boigny comme le premier président de la Côte d'Ivoire, donc celui qui a donné l'indépendance du drapeau à la Côte d'Ivoire, donc qui a créé le parti unique, le PDCI RDA. Et donc Houphouët est resté au pouvoir jusqu'à sa mort. Voilà. Il meurt en 93. Il meurt en 93, Alors, il y a quand même quelque chose, je suis obligé de poser la question, c'est que Houphouët-Boigny, l'apôtre du néocolonialisme français, mais quand même la Côte d'Ivoire se développe pendant cette période des années 60 à 80. Alors, économiquement, je parle. Houphouët-Boigny était appelé le
dictateur, comment on dit ça, éclairé. Voilà. C'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Ils étaient tous dictateurs parce que forcément, ils étaient, vu qu'ils avaient donné l'indépendance du drapeau, donc voilà, au moins les populations devaient au moins leur être redevables pour qu'il reste le pouvoir à vie. Donc Houphouët-Boigny, à la différence des autres dictateurs, était considéré comme le dictateur éclairé. Donc il a effectivement investi dans l'éducation, investi dans la santé, dans les routes, etc. À condition, à l'unique condition de ne pas lui contester son pouvoir. Ouais. Voilà. À l'unique condition, donc il avait créé un parti unique. Oui. Le parti unique, on était de fait, dès que vous naissiez, vous étiez membre de fait du parti unique. Vous êtes étudiant, vous payez votre inscription. Sur votre inscription, il y avait une partie qui rentrait carrément donc, dans la cotisation du parti. Voilà. Donc jusqu'en 93, et le seul qui lui tient tête, c'est Laurent Gbagbo. Oui, justement. Le seul opposant qui résiste à toutes les tentatives de corruption, à toutes les tentatives d'intégration dans le pouvoir, le seul, l'unique, c'est Laurent Gbagbo, qui était un syndicaliste chevronné, un historien, un universitaire, etc. Donc c'est lui, vraiment c'est l'opposant historique à Houphouët-Boigny. Donc il disait à chaque fois Houphouët-Boigny, moi j'ai une alternative pour la Côte d'Ivoire. Et cet homme-là, il est resté opposant malgré toutes les brimades d'Houphouët-Boigny. Il n'a jamais tenté un coup d'État contre Houphouët-Boigny, mais il a pris le temps. Oui. Il a pris le temps de construire son projet. Parce que le parti unique disparaît un moment après. Le parti unique disparaît avec quand il y a le mur de Berlin, il tombe, etc. Il y a un vent de nouveau qui souffle un peu sur tout le monde entier, etc. Donc le parti unique, il tombe. Oui. Et c'est sous l'impulsion, justement, à l'époque, de Laurent Gbagbo, qui se battait justement pour la disparition pas du parti unique, mais de l'instauration du multipartisme, précisément. Il s'est battu pour l'instauration, donc aujourd'hui, Laurent Gbagbo est considéré comme le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et son combat, c'était que le multipartisme ne veut pas dire la démocratie. On a eu le multipartisme, maintenant il faut qu'on arrive à l'étape suivante qui est la démocratie. Donc Houphouët, il a fait ses armes dans l'opposition sous Houphouët-Boigny. Donc, voilà. Il y a quand même une période assez particulière aussi, c'est la période politico-militaire entre 2002 et 2007. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette époque-là en Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en crise, mais à vrai dire, la Côte d'Ivoire est en crise depuis la mort du Houphouët-Boigny. Voilà, c'est ça. Cette crise n'a jamais cessé. Donc, quand Houphouët-Boigny meurt en 1993, la constitution de l'époque disait qu'à la mort du président, puisque Houphouët-Boigny avait été réélu en 90, donc son mandat courait jusqu'en 95, il meurt en 93, donc on applique la constitution de l'époque qui disait que c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre le pouvoir. Mais entre-temps, il y avait déjà le ver dans le fruit, c'est-à-dire que le président actuel était à l'époque, Ouattara était le Premier ministre. Il était déjà Premier ministre. Il était déjà Premier ministre d'Houphouët-Boigny, donc sous l'impulsion du FMI, sous l'impulsion de la Banque mondiale à l'époque, etc. Voilà, donc il avait été imposé comme le Premier ministre d'Houphouët-Boigny. Donc là, les premières instabilités commencent là, parce que Ouattara a été Premier ministre pendant 2 ans, et il n'a pas voulu que la Constitution soit appliquée. Oui. Donc les autres acteurs politiques s'organisent pour dire effectivement cette disposition de la Constitution elle n'est pas bonne, mais c'est la loi, on l'applique. Oui. Et c'est comme ça qu'ils mettent en minorité, tout de suite ils mettent en minorité Ouattara. Et donc les acteurs de l'époque c'était Gueye, c'était Bédié, c'était Gbagbo, etc. Donc Ouattara est mis en minorité et donc Bédié prend le pouvoir donc pour finir le mandat d'Houphouët-Boigny et après organiser des élections. Et à partir de là, Ouattara n'a pas cessé de revenir dans le jeu politique, mais vraiment par la déstabilisation, en rendant le pays ingouvernable. Quelque chose qu'il faut préciser, c'est que au moment où Ouattara est nommé Premier ministre, il était burkinabé de nationalité. Oui, justement, j'allais y venir. Il était burkinabé de nationalité, ce qui me fait dire qu'au jour d'aujourd'hui encore, monsieur est un apatride, dans tous les sens du mot. Apatride, stricto sensu.
c'est sous la pression des organismes internationaux qu'on a dit que Ouattara a été introduit dans l'État ivoirien parce que l'État ivoirien commençait, comme d'autres États coloniaux et post-coloniaux, à avoir des difficultés financières. C'est la période glorieuse de Houphouët finissait avec... et c'est pour sauver, soi-disant, le modèle ivoirien qu'on a poussé l'introduction de Ouattara. Mais Ouattara n'était pas ivoirien. Il était burkinabé. Alors, justement, sur cette question, alors, pendant la période de Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu de guerre ethnique quand même en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés travaillaient, ils étaient dans des manœuvres, etc. C'est ça? Il n'y a jamais eu de conflit interethnique en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a fait un peu la force de la Côte d'Ivoire. Toutes les communautés vivaient en bonne harmonie. Donc il n'y a jamais eu... en plus, la spécificité de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays, contrairement aux autres, où il y a une soixantaine d'ethnies. Oui. C'est-à-dire vous faites 20 km, vous changez d'ethnie. Donc il y a... Mais quelle est la langue principale? Il n'y a pas de langue principale. Il n'y a pas de langue, c'est le français finalement. Voilà, contrairement au Sénégal où tu as le Wolof, au Congo tu as le Lingala, en Centrafrique tu as une langue nationale. Oui. En Côte d'Ivoire il n'y a pas de langue nationale. Il n'y a pas de langue parce qu'il y a une soixantaine d'ethnies, donc il n'y en a pas une qui prédomine. Voilà. Donc il y a effectivement sur l'aspect interethnique, on viendra plus tard un peu dans le développement des choses, on a essayé d'instrumentaliser ces éléments-là. Oui. Mais en vain. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que en 93, Bédié prend le pouvoir et à partir de là, Ouattara fait mains et pieds pour revenir dans le jeu politique avec l'aide, donc justement, des institutions internationales, etc. Mondiale et du FMI. Voilà. Oui. Donc, en fait, c'est lui qui organise la déstabilisation du pouvoir de Bédié et qui tombe en 99. Militairement. Oui. C'est lui qui organise la déstabilisation du pouvoir de Bédié avec le général Guéhi de l'époque. Oui. Donc, ils font ce coup d'État-là en décembre 99 pour faire tomber le président Bédié. Oui. Voilà. Et donc, le général qui était, comment on dit, en tête d'affiche donc, du coup d'État prend le pouvoir et... l'astuce, c'était que voilà, tu prends le pouvoir, tu organises des élections, et moi, Ouattara, je viens derrière. Voilà. Et bon, c'est pas ce qui s'est passé, malheureusement. Le général a pris goût, au tapis rouge, au pouvoir. Et donc, là, il a organisé des élections en 2002, qu'il perd. Et c'est là que Gbagbo, qui était l'opposant historique du Houphouët-Boigny, parce qu'à cause de son expérience de l'opposition, parce qu'il a vraiment une vraie culture d'opposants. Oui. Voilà, il n'a jamais essayé de faire des coups d'État, mais il a essayé de construire un projet politique. C'est un syndicaliste. Donc en fait, il est connu vraiment de toute la Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 91, Ouattara était Premier ministre du Houphouët-Boigny. Il y a une manifestation d'étudiants qui est réprimée de façon sanglante dans les cités universitaires. Le seul qui descend dans les rues, c'est Gbagbo. Et celui qui met Gbagbo en prison, en 91, en février 91, c'est Ouattara. En 92, c'est Ouattara. Donc les deux personnages se connaissent déjà. L'un était au pouvoir, l'autre était dans l'opposition. Et une simple manifestation d'opposition pour dénoncer la violence militaire, la violence policière, Ouattara met Gbagbo en prison en 92. Voilà, donc les deux se connaissent déjà. Donc en 2002, quand le général Guéhi organise des élections, Gbagbo gagne les élections qu'il n'a pas organisées. Oui. Gbagbo gagne, je fais court, qu'il n'a pas organisé. Et à partir de là, commence un peu, on va dire, l'origine même principale de cette crise, elle commence là. Elle commence là parce qu'en 2002, quand Gbagbo gagne ces élections qu'il n'a pas organisées, le contexte politique en France, c'était le contexte de cohabitation entre Jospin et Chirac. Parce que ce n'est pas des choses normalement qui devaient arriver. C'est-à-dire quand il gagne ces élections, en France, la France est surprise. C'était la cohabitation. Chirac regarde Jospin, Jospin regarde Chirac, et ben, il est trop tard. Voilà. Alors, et à partir de là, un rôle important dans la déstabilisation de Gbagbo. Exactement. Je vais essayer
d'être le plus concis possible. Et quand il gagne ces élections, voilà, et donc du coup, on s'est dit, mais c'était pas prévu par les ordinateurs, c'était pas prévu comme ça. Donc on va organiser donc la déstabilisation de Gbagbo en se servant bien évidemment de Ouattara. Et donc cette rébellion qui le 19 septembre 2002, donc qu'on appelle le MPCI, c'est ça? C'était une rébellion composée de différents partis politiques, etc. Celui qui est à la tête de la rébellion, c'est Guillaume Soro. Oui. Et c'est Guillaume Soro qui mène cette rébellion pour le compte de Ouattara. Donc en fait, la crise de la Côte d'Ivoire, là, elle commence là depuis 2002. Oui. Donc de 2002 à aujourd'hui, on est dans cette crise-là. Oui. On est dans cette crise-là qui passe par une étape extraordinaire, c'est-à-dire en 2010. Oui. En 2010, où on oblige, l'ONU oblige, parce que le coup d'État, en fait, il n'a pas abouti. Oui. Le coup d'État qui n'a pas abouti, la France essaie de le faire aboutir politiquement. Oui. Donc on passe par des artifices de négociations, Marcoussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, etc., où on oblige... Et en plus, on présente Gbagbo comme étant vraiment le diable. Hein. Mais oui, c'est ça, même dans les médias français, il a été diabolisé, mais aujourd'hui, vous allez voir que l'épilogue de cette chose-là fait qu'aujourd'hui, Gbagbo, c'est vraiment le martyr panafricain, quoi, qui aujourd'hui sort gagnant de cette grande crise-là. Oui. Parce que, voilà, donc de 2002 jusqu'à aujourd'hui, on est passé par la phase de la guerre, en 2010, où on oblige Gbagbo à organiser des élections. Alors que le pays était encore divisé en deux, la rébellion était encore en armes, on oblige à organiser des élections dans un pays qui est encore armé. Oui. Voilà. Et donc, ça aboutit à deux pouvoirs, un pouvoir constitutionnel et puis un pouvoir porté par l'ONU. Oui. Et donc, tout à l'heure, vous disiez pourquoi les Africains acceptent. Non. Là, les Ivoiriens n'ont pas accepté parce que ce coup d'État-là a été quasiment le coup d'État le plus long de l'histoire de tous les coups d'État en Afrique. Il a duré de 2002 jusqu'en 2010. Donc pendant 10 ans, la population elle a résisté. La population était derrière le président Gbagbo. Oui. On soutenu le président Gbagbo, mais de façon indéfectible, on va dire. Et donc on résistait à Sarkozy. Et donc le dénouement de cette crise-là, c'est Sarkozy qui lance une bombe, qui lance des bombes, qui déclare la guerre à l'État des Côtes d'Ivoire. Tout à fait, on donc aujourd'hui, en 2020, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que le temps a élucidé tous les éléments. Alors justement, le temps a élucidé tous les éléments aujourd'hui parce qu'entre-temps, on est passé par la CPI. Oui. Gbagbo a été traduit à la CPI. Oui. Il a été libéré, acquitté. Donc en fait, tous ces éléments du procès sont venus maintenant éclairer toute l'actualité là de 2002 jusqu'à aujourd'hui. Alors la dernière question, elle est importante avant de se quitter. Dans quel contexte se situent les élections qui viennent prochainement? Alors moi là-dessus, c'est là que je voudrais un peu alerter la population guadeloupéenne parce que ce qui se joue aujourd'hui donc intéresse les Guadeloupéens. Et puis, comme je sais que Canal 10, c'est une chaîne qui est vue aussi à l'international, intéresse un peu les Européens, parce qu'il faut quand même rappeler que pendant cette grosse crise-là, l'épilogue, quelque part, les événements de Bouaké en 2004, quand la population résiste, etc., Chirac, à l'époque, détruit toute l'armée de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là. Et donc, tous les jeunes sortent dans la rue, les violences qui s'en suivent derrière aboutissent à l'évacuation de plusieurs milliers de Français et des résidents européens en Europe et en France. Donc, quelque part, ces gens-là qui vivent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces Européens, ces Guadeloupéens, ces Français aujourd'hui, ont besoin d'être rassurés parce que, justement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils sont en train de rejouer le scénario du pire parce que Ouattara, entre-temps, voilà, aujourd'hui, quand je vous dis que l'histoire, le temps a éclairé, a élucidé tous ces éléments-là, on a compris qu'en 2010, Ouattara a gagné la guerre, il n'avait pas gagné les élections. Oui. Il n'a jamais gagné les élections. Ils ont gagné la guerre, mais pas les élections. Et donc derrière, il a été installé, il a marché sous le tapis rouge du sang des Ivoiriens, mais au lieu de réconcilier les Ivoiriens, il a continué à les diviser, à les cliver, donc à entretenir cette guerre-là. Si bien que, entre-temps, la CPI libère Gbagbo, Gbagbo qui était le diable, qui a perdu devant les médias français, on va dire, il y a eu 7 ans de procédure,
et 3 années d'instruction judiciaire. Et au bout de ces 3 années-là, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés, mais blanchis, totalement blanchis. Donc, ils doivent normalement retrouver leurs droits citoyens. Ils peuvent se présenter aux élections. Ils peuvent se présenter aux élections. Mais aujourd'hui, la France, qui aide Ouattara, a empêché la rentrée de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Entre-temps, il s'est passé que tous les alliés de Ouattara, vu que, quand je vous dis que l'histoire, le temps a éclairé vraiment les éléments, on sait exactement ce qui s'est passé. On sait que Gbagbo donc avait raison. Ouattara, tous les alliés de Ouattara ont quitté Ouattara. Parce qu'entre-temps, il s'est mis en tête de faire un 3e mandat qui est quelque chose de complètement illégal sur le plan de la Constitution. Est-ce que Gbagbo pourrait se présenter aux élections? Gbagbo a le droit de se présenter. Oui, mais déjà, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc voilà quelqu'un qui a été libéré, acquitté, blanchi de tout, on l'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc voilà un peu la situation qui est aujourd'hui explosive. Donc on voudrait lancer l'alerte, nous. Je dis merci à Canal 10 de nous permettre de lancer cette alerte parce que la situation est vraiment explosive, parce que cela a conduit aujourd'hui à toute l'opposition ivoirienne à se regrouper au sein d'une plateforme. Donc Ouattara est aujourd'hui tout seul contre toute la grande majorité de la Côte d'Ivoire, mais il a pour lui l'armée et l'impérialisme français. On vous remercie pour ce premier focus sur l'Afrique, le néocolonialisme. On aura bien évidemment, on vous l'a dit, l'occasion de se retrouver parce qu'il y a encore plein de choses à savoir, à connaître. Et un petit peu avant les élections, je vous promets qu'on fera un petit focus spécialement sur ces élections. Pour l'instant, on se bat pour ne pas qu'elles aient lieu, parce qu'aucune des conditions n'est réunie pour que ces élections puissent avoir lieu. Vous avez un conseil constitutionnel aux ordres, une commission électorale aux ordres, une liste électorale qui n'est pas du tout... voilà. Et donc Ouattara qui n'est pas éligible, il a fait 2 mandats. Et en fait, la technique aujourd'hui, elle est complètement grossière, c'est-à-dire après 2 mandats, il dit je vais faire une nouvelle république, donc je mets le compteur à 0. Donc à ce rythme-là, au bout de 2 mandats, tu refais une nouvelle république et tu passes de république numéro 1 à république numéro 2, etc. Et puis tu restes à vie au pouvoir. Donc voilà, donc les Ivoiriens, dans leur immense majorité, disent non à la dictature de Ouattara. Voilà. Merci en tout cas, messieurs. On a débordé un petit peu, mais c'était normal vu l'importance du sujet. Il y aura, je vous le dis, un 2e épisode, je vous promets. Si vous trouvez un Malien qui accepte de venir, ce serait aussi bien. Un 3e individu, ce serait intéressant. En tout cas, on vous remercie déjà pour ce premier coup d'œil sur les spéciales Afrique, néocolonialisme et surtout ce focus sur ce pays où il y a beaucoup de Guadeloupéens d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, qui vivent là-bas autant qu'au Sénégal. Et on a besoin de bien comprendre. Et notre émission étant vue en France, on sait très bien qu'il y a des Guadeloupéens qui vivent là-bas, à Paris, dans l'espace français, qui ont vu cette émission. Voilà.